Alors, Suzanne, Husky a grandi dans une famille d'artistes. Son père est musicien de jazz et sa mère est peintre. Petite, sa famille a restauré un moulin à eau au bord d'une rivière dans lequel ils ont vécu. Elle a été diplômée, des Beaux-Arts de Bordeaux en 2000, puis elle a étudié le paysagisme horticole en Californie et en 2020-2021, pendant la crise du Covid-19, elle a appris l'agroforesterie dans le Gers. Donc pour contextualiser, nous allons définir ces disciplines. L'horticulture est une filière complexe regroupant la culture des fleurs, des arbres, des fruits et légumes, toutes plantes dédiées à la consommation. L'agroforesterie est un système de gestion de ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques qui intègrent des arbres dans les exploitations agricoles et le paysage rural. Elle est aujourd'hui artiste et paysagiste. Elle utilise différentes techniques telles que le dessin, la peinture, la sculpture, la vidéo, la tapisserie, comme on peut le voir projeté. Son travail est poétique, ludique et à l'image de son engagement pour régénérer les écosystèmes naturels. Elle collabore avec le philosophe Baptiste Morisot. Ils forment un duo qui lie théorie et illustration. En 2024, ils publient chez Actes Sud leur livre Rendre l'eau à la terre, Alliance dans les rivières face au chaos climatique, dans lequel on trouve leurs réflexions philosophiques, écologiques et des dessins à l'aquarelle. On peut donc résumer sa pratique par des représentations détaillées des relations entre les castors et les humains. Merci. Donc la parole est à Suzanne Husky. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Heu, j'étais très, contente d'être invitée par votre école parce que j'ai rencontré, justement Catherine Groot qui était là tout à l'heure il y a quelques années, enfin il y a beaucoup d'années et parce que je voulais venir dans votre école et et donc et merci, de cette, petite, présentation aussi. Je vais tout de suite commencer mon partage d'écran. Et effectivement, je vais un petit peu me contextualiser pour que vous compreniez d'où vient ma voix et vous parler donc de cet ouvrage, qui vient de sortir il y a quelques mois. Alors, il faut une vallée pour élever une truite. Ça, c'est une citation de Brooke Dalman, sur qui je reviendrai plus tard. Donc activer les processus, naturels. Alors effectivement, pendant tout le temps où je faisais mes études, d'art, je voulais, faire des études de paysagisme, mais j'avais pas eu le courage de le faire et donc c'est que après avoir passé, 1 an, en Chine, avoir enseigné en Chine pendant 1 an le où j'ai vraiment senti le vertige de l'effondrement vers lequel on allait. Heu, pour, rentrer dans les détails, c'est comme j'étais dans une banlieue de Shanghai, une banlieue industrielle de Shanghai, j'étais dans un bon lycée, mais voilà qui était, j'avais les usines de L'Oréal, de Chupa Chups, de machin partout autour de moi et je n'ai vu que des rivières, mortes, des terres mortes, un ciel, un air qu'on ne pouvait pas respirer, mais même si on était en 2002-2003, il y avait quand même déjà des compétitions de villes vertes et donc on voyait des arbres énormes, hein, des arbres avec des troncs de 60-70 centimètres de diamètre qui étaient, plantés partout, mais qui étaient déracinés dans des forêts et qui étaient, plantés, en ville pour gagner ce concours de ville verte et cetera et cetera. C'était que des offenses à la terre. Enfin, je l'ai vécu comme une grande violence et en rentrant, en Californie, donc moi je suis franco-états-unienne, je me suis réinscrite, à l'école et j'ai fait une école d'horticulture. L'école d'horticulture dans laquelle j'étais, elle était un petit peu particulière et j'ai voulu juste vous en parler parce qu'elle avait été fondée, alors, elle a été fondée par des elle était à côté de Berkeley, donc Berkeley est une très grande université avec un gros programme de paysagisme et les paysagistes, des années 70-80 qui étaient sortis de cette école étaient, complètement désenchantés parce que on leur avait appris à faire des paysages et sur, je crois pour 5 ou 6 ans d'études, ils n'avaient un seul semestre
sur le végétal. Un seul semestre sur le végétal et très souvent à se retrouver à faire des paysages comme ça où on a une plante ici, une autre espèce là, une troisième là, une quatrième, une cinquième, des palmiers et c'est surtout tous les mêmes et cetera. Là, j'ai gardé ce petit exemple de la d'une rivière voilà, d'un aménagement d'un espace aquatique, paysager avec, des choses très contrôlées, avec, on met du machin, on en fait des strates et on appelle ça un plan d'eau. Et donc l'école dans laquelle j'ai été, elle était vraiment différente parce qu'elle a été conçue donc par ces, anciens paysagistes qui ont mis comme règle qu'il fallait avoir étudié le végétal, les plantes pendant 2 ans avant d'avoir le droit de commencer à faire un design. Et donc ça veut dire que pendant un semestre, on fait, les couvre-sols, un semestre on fait, les arbres, un semestre on fait, les arbustes, les herbacées, enfin voilà. Et on est obligé de de comprendre ces plantes dans hem, dans leurs attentes, dans les sols qu'elles nécessitent, dans les climats auxquels elles correspondent, dans la pollution qu'elles peuvent tolérer et cetera et cetera. Parce qu'on est quand même dans un contexte, urbain et dans ce contexte, hem, ouais, voilà, donc quel sol, quel microclimat, quelle pluviométrie. Ça a été, finalement, déterminant pour ce qui s'est passé après. Parce que dans le contexte californien, il y a bon, alors ici on est au bord de la mer, donc il y a énormément de microclimats. Mais il y a une pluviométrie qui est très faible, ce qui fait on est beaucoup en train de surfer, la pluie. Par exemple, là, c'est l'automne, enfin l'hiver, il a commencé à pleuvoir. Là, c'est le printemps, c'est l'explosion de végétal, tout pousse, la profusion et par contre, l'été, on a des saisons dormantes. Donc voilà, c'est comprendre le végétal en lien avec ça. Par contre, cette formation, comme elle était, dans un collège et pas une université, donc c'est des différences académiques aux États-Unis, heu, on ne pouvait pas faire des projets publics. Donc moi, j'ai travaillé dans l'espace privé. Mais le désenchantement, suivant, ça a été que, l'économie du jardin privé, elle est pas dans le landscape, elle est dans le mince, j'ai fait une erreur, c'est dans le hardscape. C'est-à-dire que, heu c'est-à-dire que les revenus qui sont générés dans l'aménagement d'un jardin, c'est tout ce qui est dur, quoi. C'est le banc, c'est le petit mur, le terrassement, voilà et du coup, le végétal ne représente, que 5 à 10 du budget et reste complètement anecdotique, dans ces contextes, là aussi. Un autre aspect qui était, excusez-moi, je vais vous parler de tous les désenchantements que j'ai eus de ce monde-là, c'est que le végétal est, beaucoup utilisé, hem, bon après c'est très séduisant parce qu'ici on est dans un climat méditerranéen où tout pousse, enfin où énormément de choses poussent, mais le végétal est utilisé d'une manière un petit peu, comme de la sculpture avec on fait des compositions, voilà de couleurs, voilà des plantes grasses qui sont plus, hem, ouais vraiment le mot c'est sculptural, je sais pas si ça se dit en français. Mais ce qui était déjà en place et qui, pour moi était assez extraordinaire, c'est de travailler avec les espèces endémiques. Parce que même dans un contexte, semi-urbain, en plantant des espèces natives, on peut, contribuer au parcours migratoire et par exemple, cette espèce, vous la connaissez sûrement, c'est le monarque. Le monarque, il migre en plusieurs générations. Je crois qu'il faut 8 ou 9 générations pour migrer du nord au sud et il se nourrit de l'asclépia et si on veut, accompagner le monarque dans sa migration, il suffit de planter quelques asclépias, suffisent pour aider et ce papillon, ce qui est très touchant avec ces choses toujours, c'est qu'aussitôt qu'on plante, des espèces endémiques,
les espèces d'insectes ou d'oiseaux endémiques, se réjouissent et apparaissent, en fait, et donc il y a une réaction très rapide. Bien sûr, quand on plante des espèces endémiques, parce que voilà, donc hem, l'écueil du climat méditerranéen, donc pour nous, c'est que ces plantes-là, elles peuvent venir d'Afrique du Sud, d'Australie, et d'Europe autour de la Méditerranée. Donc on a beaucoup de migration entre ces espaces-là, mais on n'a pas toujours la mycorhize qui va pouvoir, décomposer des arbres de cet endroit-là. Par exemple, l'eucalyptus, c'est une catastrophe. Là, je vous montre ça parce que, par exemple, il y a une marchande de palmiers qui a beaucoup importé des plantes d'Australie. Elle a fait la mode, des jardins, urbains vers ici. Et bon, au bout d'un moment, j'ai juste été totalement fatiguée de ce monde-là parce que j'avais l'impression que même si on fait des palettes avec plein de couleurs, on est en train de faire de la monoculture, mais voilà, dans de l'espace privé, même si ça ressemble pas à de la monoculture, ça reste de la monoculture parce que les gens veulent toujours les mêmes plantes et que, face à la pollution, la sécheresse, tout ça et des on se retrouve à devoir travailler avec les mêmes plantes. Par contre, heu, depuis bien longtemps ici, depuis au moins 30 ans, les villes, recyclent les déchets, heu, hem alimentaire pour en faire du compost qui est redistribué gratuitement aux citoyens, d'une part et d'autre part, tous les arbres qui sont broyés, dans la ville, qui sont enlevés pour, telle et telle raison, une tempête, tout ça, tout le broyat est redistribué et il y a vraiment, et là je vous parle déjà d'il y a 25 ans, il y avait vraiment cette idée de couvrir les sols pour empêcher, l'évaporation et la perte d'eau. Parce qu'on est dans un voilà, on est en stress hydrique permanent donc Heu, l'idée de laisser les sols exposés, c'était hors de question. Aussi, une influence, très grande, ici en Californie, c'est on a quelque chose qui s'appelle le Water Institute et je les mentionne parce que c'est eux qui ont lancé la campagne du retour du castor ici en Californie. Là, je suis désolée, j'ai coupé, mais c'est slow it, spread it, sink it, store it, share it. Ralentir l'eau, partager l'eau, non, déployer l'eau, l'infiltrer l'eau, la stocker et la partager. Ça, c'est les mots d'ordre qui ont été récemment repris par l'hydrologie régénérative. Donc c'est l'extension de cette réflexion, continue sur, qu'est-ce qu'on fait de l'eau de pluie? Enfin, bien sûr, maintenant, c'est des choses auxquelles on est très, familier. On enlève le on on réouvre, on repermet la porosité du sol et l'infiltration dans les sols. Hem, alors ça, c'était juste je l'ai mis ça pour penser le couvre-sol et tous ces ça fait partie des choses artistiques que j'ai faites à ce moment-là, une réflexion sur l'eau avec tous les qu'est-ce qu'on fait quand on a très peu d'eau? Comment est-ce qu'on la chauffe? Comment est-ce qu'on se douche? Comment est-ce qu'on lave tout ça, enfin voilà, bon ça c'est des choses, anciennes. Heu, mais effectivement, à un moment, la formation en permaculture m'a totalement bouleversée, permaculture et ensuite, agroécologie, parce que, ça a réactivé cette idée d'humain comme force, régénératrice. Des fois, on peut se dire que, il y a trop d'humains, c'est le problème, da da da, mais on peut être on peut être une force, positive. On peut régénérer les sols en collaboration avec les vers de terre. Moi, c'est un petit peu ça qui m'a énormément bouleversée en agroécologie, et en maraîchage sur sol vivant notamment. C'est le fait que, on il y avait toute une partie enfin, maraîchage sur sol vivant notamment, mais j'ai eu l'impression qu'on était, en train de faire une ferme de vers de terre et non pas, on n'était pas en train de toujours tourner la terre. Non, on laisse tout émerger, on enlève les mosairs, mais on nourrit le sol en permanence et on nourrit, les vers, les micro-organismes, les mycorhizes et tout ce qui est, dans les sols. Voilà.
Et aussi un énorme principe, de la permaculture, c'est que le problème est EST la solution. Et ça, bon, j'ai eu la chance d'étudier la permaculture avec, Starhawk, qui est une écoféministe, qui est traduite en français, assez géniale. Hem et donc elle nous demande qu'à chaque fois qu'on pense: «Ah, mais ça, c'est un problème», comment est-ce qu'on peut retourner la situation? Et c'est pas que la permaculture, hein, c'est partout. Comment est-ce qu'on peut retourner la situation pour que le problème devienne une solution? Bien sûr, quand on travaille, les sols ici, notamment parce qu'il y a beaucoup de pentes, on est, bien sûr amené à travailler les baissières et les keylines. Mais ça, je vais présumer que vous savez ce que c'est et je vous propose de si par contre vous savez pas, de me dire, pour que je rentre un peu dans les détails. Donc ça, c'est une, keyline, hem, trop profonde. L'année où il y a eu énormément de pluie pendant le covid. Devez normalement pas faire vos keylines. Donc le principe de la keyline, c'est qu'elle est, sur une même, ligne, d'élévation et sur un sol comme ça où l'eau, elle partirait directement, dans le cours d'eau. Là, elle est récupérée et elle peut infiltrer ce sol-là. Et a priori, vous pourriez planter ici. Non, je l'ai fait, mais tous mes arbres sont morts. Hop. Hem, mais alors l'idée, reste avec ces histoires de castors dont je vais vous parler, c'est cette idée d'activer les forces du vivant. En agroécologie, en agriculture syntropique, on coupe, on couvre tout le temps les sols, on coupe, on nourrit la terre, on nourrit la terre, on nourrit les vers. On se sert de ce que le soleil nous donne pour nourrir. Donc il y a jamais, tout est un cadeau et peut être, nourricier, et tout peut amplifier la vie et bon voilà, je vais essayer de regarder mon fil. Bon, à un moment, parce que moi j'ai quand même lâché le paysagisme il y a assez longtemps, pour, être plus du côté de ma pratique artistique. Juste j'avais un peu une tristesse parce que finalement c'était l'histoire des paysages et comment est-ce qu'on en est arrivé à nommer ça paysage et à s'en extraire et toutes ces questions et donc c'était plus avec, l'art que j'ai pu, explorer ces choses-là. Et à un moment j'ai eu une bourse de recherche pour, à l'intersection de l'agroécologie et de la mythologie. Et donc, à chaque podcast, je recevais un spécialiste différent pour me parler, où moi, je lui parlais, par exemple, de plusieurs contes où la châtaigne émerge, par exemple. Et avec un médiéviste spécialiste de la châtaigne, il peut me dire qu'est-ce qui se passe à chaque époque euh, dans l'histoire de la châtaigne au Moyen Âge. Ou par exemple, enfin, c'était une manière de regarder, les non-humains, les savoirs de la terre qui sont présents, mais, dans la périphérie des contes et des mythes. On a beaucoup, décomposé nos contes pour regarder les relations de genre et cetera et cetera. Mais, qu'est-ce que c'est que oui, l'ascension sociale qui se passe dans Les Trois Petits Cochons? Qu'est-ce que est-ce que quand on regarde ça à la lumière avec un spécialiste des champignons, on peut voir, la place on peut voir plein d'autres choses qu'on ne pouvait pas voir, autrement. Pour les champignons, par exemple, j'avais parlé à un éco-historien asiatique, qui, avait regardé les liens entre la géographie sacrée et les champignons. Donc je lui ai lu plusieurs contes et voilà et lui, il peut déconstruire et expliquer, enfin, il y a des champignons de l'éternité et cetera. Il y a des des liens, spirituels entre les champignons et des lieux sacrés et les champignons. Et donc chemin faisant, à un moment, je tombe sur Castor et et ça c'est un oups, ça c'est un des contes que j'adore, c'est que,
C'est les Wabanaki, un peu le peuple premier vers le Vermont, tout ça. Vermont, Canada, Maine, tout ça. Et eux, ils avaient un conflit entre Glückskäbe, l'esprit créateur, et les humains, euh, parce que les animaux étaient trop grands. Au début, il avait fait des animaux très grands et ça posait des problèmes d'équilibre. Et, et donc, il a rétréci les animaux, les ratons laveurs, les cerfs, et plusieurs espèces. Et le castor, parce que le castor en particulier, il ennoyait les habitats des personnes qui vivaient dans la vallée, et les personnes humaines et aussi les personnes pas humaines. Et pour les rétrécir, il les caresse. Donc il a ce geste très doux qui les réduit. Mais tous les autres animaux, ils s'adaptent à leur nouvelle taille, sauf les castors qui sont en colère parce que et ils voulaient pas du tout être réduits et donc ils continuent à faire des très grands ouvrages. Dans un autre récit, il y a un très ancien castor qui tient le monde, il tient l'arbre de vie et quand et c'est un castor immense, géant, hein, et il tient toute la vie. Et quand les humains font du mal au castor, ça le stresse et du coup, il ronge encore plus vigoureusement l'arbre de vie. Et les peuples Niitsitapi, donc là, on est dans des plaines du Montana, on est dans des endroits où il ne pleut pas. Dans ces endroits-là, ils savent que si ils tuent les castors, le castor géant sera en colère et il tuera l'arbre de vie et ça sera la fin de la vie. Tels qu'ils la connaissent. Donc ils ne tuent pas les castors, ils ont un grand respect pour le castor est sacré pour ce peuple-là. Et dans les mythes et dans les contes, les castors, ils créent des lacs. Ils créent des lacs, ils créent des îles, ils créent des grands barrages, ils sont sur les totems, parfois ils sont en bas des totems, ils tiennent les autres espèces au-dessus d'eux. Les totems, c'est plutôt de ce côté-là, côté où il pleut pas. Et donc ma question, ça a été: «Mais où est-ce que pourquoi est-ce que, nous, on n'a pas, pourquoi nos ancêtres» il y a 2 espèces de castors, les castors, c'est une espèce de l'hémisphère nord, il y en a un Castor canadensis, Castor fiber. Heu, où est Castor dans notre mythologie, européenne? Heu, alors, petite marche arrière, ça c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que et au Canada, en Amérique du Nord, pardon, c'est qu'au moment de la traite de la fourrure, heu, on a éradiqué donc la traite de la fourrure qui était, pour faire ces chapeaux-là, qui étaient en vogue en Europe, on a décimé, tout ce qui avait de la fourrure ici. Donc ça, c'est on a décimé tout ce qui avait de la fourrure avant de commencer à tout drainer. Donc il faut peut-être le premier exercice de paysagisme à faire, c'est d'imaginer qu'il y a des millions de castors dans ce l'Amérique du Nord et que ces millions de castors, ils font des millions de barrages dans des millions de cours d'eau et que à chaque fois qu'ils font des barrages, ils retiennent du sédiment et ils activent le végétal. Le végétal consolide les ouvrages et ralentit l'eau. Et donc ces alliances, donc c'est un peu des jardiniers, les castors, ils retiennent l'eau douce dans, dans les nappes phréatiques et dans le milieu. Il faut imaginer que quand ces millions de castors sont tués pour faire des chapeaux, heu, il y a un changement de salinité de l'eau ici. Non pas là, il y a des crocodiles, donc il y avait pas de castors, mais là, et en côte, l'autre côté aussi, ici aussi, enfin, je sais pas si ça l'est ou pas, mais le taux de salinité de l'océan est affecté par,
l'eau douce qui arrive beaucoup plus rapidement qu'avant. Aussi, il y a une quantité sédimentaire de bois, tout ça, qui arrive à l'océan, si bien que si on fait des carottes, en ici, là, on voit dans la strate sédimentaire on voit la traite de la fourrure. Après la traite de la fourrure, on a enchaîné sur ça c'est la construction de canaux, mais on canalise et on draine partout et on enchaîne sur, heu l'agriculture intensive. Le castor, il est quasiment éradiqué, je crois, en 1820 ou 1840 et on commence à drainer partout, ça c'est enfin, que ce soit, continent américain ou européen, on commence à drainer. C'est au moment où on draine les Landes, on draine en Isère, Napoléon III, ils ont fait orchestrer des très grands drainages, à très grande échelle. Et là, ça, c'est important parce qu'un petit drain comme ça, il fait descendre la nappe et il peut, selon la qualité du sol bien sûr, il peut, assécher sur 1 kilomètre, heu, de large. Alors pourquoi où est-ce qu'on en est? Là, j'ai mis, quand on cherche, cours d'eau en bonne santé sur Google Images, on va trouver des choses comme ça et et on est tous conditionnés, on a tous vu ces images qui circulent et c'est ce qu'on présume être des cours d'eau en bonne santé. Sauf que la représentation des rivières dans la peinture et ensuite dans la photographie, c'est des images qui ont été largement, réalisées, enfin qui sont réalisées et qui sont, diffusées massivement après l'éradication du castor. Et ça c'est un enjeu assez fou parce que si vous allez dans une école d'hydrologue et que vous leur demandez de restaurer un cours d'eau, un bassin, donc qui est une rivière qui a été totalement, recalibrée, qui va tout droit, et ils vont vous faire un super, analyse de site, et ensuite ils vont vous redessiner la rivière, qui coule d'une manière sinueuse. Ils vont mettre des rochers, machin et puis, c'est très joli. On a dépensé quelques millions, on a gaspillé du pétrole et on a mis un peu de bois parce qu'on sait que les rivières ont besoin de bois et on a donné plus d'espace à la rivière, de méandrage, enfin de circulation. Le problème, c'est que là, on a regardé que la forme et on a regardé que le géologique. C'est un petit peu, voilà, on va voilà, l'absent ici, c'est la force du vivant. Ça, c'est un dessin qu'on a fait avec, inspiré d'un de mes amis ici aux États-Unis qui fait de la régénération de cours d'eau, castor, et qui avait fait un tout petit croquis comme ça pour expliquer, le temps et la complexité, des rivières. Là, c'est la complexité, là, c'est le temps qui passe. Donc pendant des milliards d'années, il n'y a pas de vivant, il n'y a que du minéral et quand l'eau commence à être, liquide, parce qu'avant elle est glacée, elle méandre un peu et puis, il y a 400 millions d'années, commence à apparaître le vivant, donc le végétal. Et le végétal, il pousse, donc en poussant, il ralentit l'eau et il se décompose, dans l'eau et il tombe quand il est mort dans l'eau et donc il complexifie le parcours de l'eau et du sédiment aussi. On sait que quand les champignons, les lichens, tout ça, ils commencent à manger le minéral et donc à le décomposer et donc tout ça, ça ça crée du sol aussi. C'est tout ce moment où le sol, il est créé. Le sol, il permet d'amener l'eau un petit peu plus loin encore du cours d'eau et donc la complexification, plus il y a de vie, plus l'eau et le parcours de l'eau, il est complexifié et il y a 8 millions d'années, il y a le castor tel qu'on le connaît maintenant qui apparaît et donc lui, par contre, lui donc quand un arbre tombe, dans l'eau, l'eau elle va faire le tour, elle va creuser, elle va, elle va tricher, elle va passer sur le côté. Alors que quand
Le castor arrive, si un arbre est tombé, par exemple, s'il va se servir d'une encre naturelle, c'est ce que font parfois les castors, il va complètement relier, heu, les berges. Il va faire en sorte que l'eau ne puisse pas, s'enfuir. Il va contribuer à la ralentir encore plus. Il va vraiment connecter de bord à bord, ce qui fait que, il y a encore plus de sédiments qui sont, ralentis et il y a encore plus d'eau qui est, retenue et il y a encore plus de matière, bois qui va dans l'eau. Parce que les castors, non seulement donc ils font leurs ouvrages, mais l'hiver, dans les endroits où il gèle, ils vont, préparer l'hiver en faisant des caches. C'est-à-dire qu'ils vont mettre, ils vont couper, des branches et ils vont les planter dans une berge au-dessus de leur hutte, a priori, qu'ils se gardent en réserve pour pouvoir la manger l'hiver. Parce que l'été, ils vont manger des feuilles, mais quand il y a plus de feuilles, ils vont manger des écorces. Et il faut comprendre que 60 de la biodiversité d'un cours d'eau, elle vit dans ce bois mort. Et donc, toutes ces branches, faut imaginer, enfin c'est un peu fou, parce que toutes ces branches qui sont même pas la hutte, même pas des arbres morts, même pas, enfin qui sont leur stockage alimentaire, souvent c'est du saule. euh, Enfin, on peut imaginer que les eaux avaient des goûts totalement différents parce qu'elles étaient, infusées de toutes ces plantes différentes. Enfin, comme vous savez que le saule, ça évite, la salicine, on s'en sert encore dans le Doliprane, et c'est une des plantes, médicinales, donc on peut imaginer s'il y avait plein de salicine dans tous ces cours d'eau, que les poissons avaient pas trop mal à la tête. Et que peut-être que maintenant ils ont mal à la tête parce qu'il y a plus de salicine, plus assez. Et donc on arrive, ici, donc là on est au pic de richesse maximale des rivières vivantes. Donc ça voilà. Et selon les continents, en Europe, on a commencé il y a plus longtemps, donc on commence la déforestation, on commence l'agriculture, on commence la simplification des cours d'eau, on commence, l'irrigation, voilà, pour nos sédentarisations ou pour nos voilà, pour nos bâtis et cetera. Aussi, nous, en Europe, on a une culture de retrait d'embâcles, donc on enlève le bois des cours d'eau pour nos feux, parce que le bois, c'est précieux, quoi, parce que le bois, on s'en sert pour nos bâtis, pour tout, quoi. Et et voilà, et on est, dans certains cours d'eau, arrivé à un état de pauvreté qui est, équivalent à celui d'il y a 400 millions d'années. Bon, c'est un peu exagéré, mais bon. Mais on a des rivières qui sont très pauvres, qui sont très accélérées et qui sont très incisées. Mais donc, il y a la médecine castor dont je vais parler, plus tard. Hem, Ça, c'est, une rivière, vue de haut, qui a des castors. Donc l'eau, elle descend dans ce sens et je vous montre parce que, bon, peut-être que vous êtes à côté de l'Allemagne et de la Belgique, donc peut-être que vous avez vu des zones de castors. Si vous n'en avez pas vu, allez en voir. Il y en a plein dans les Ardennes. C'est magnifique. Il y a des rangers qui vous font visiter ça. C'est passionné. Ils sont extraordinaires. Et il faut comprendre que le castor en Belgique, il est revenu il y a 20 ans. Et il y a eu des tensions bien sûr au début, mais maintenant ils ont bien vu, il y a 2 3 ans quand il y a eu la sécheresse un peu folle, ils ont bien vu que les seuls endroits où il y avait il y a des cours d'eau qui étaient totalement asséchés par la sécheresse et les seuls endroits qui n'ont pas été asséchés, c'est ceux où les castors étaient présents. Donc ils commencent à comprendre l'importance de cette espèce. Donc là, vous voyez, c'est juste pour vous montrer de haut ce que font les castors. Ça, c'est un ouvrage et donc il complexifie. L'eau, elle ne passe pas plus par un seul endroit, mais par plusieurs. Là, il y a de la forêt, donc les castors, ils se font des sentiers aussi pour aller dans la forêt, pour aller chercher des arbres. Ça, c'est un autre exemple. Donc ça, c'est dans un plateau, sec. Celui d'avant, c'était dans le Vermont. Ça, c'est en Californie. Vous voyez que le seul endroit de vie, c'est le long du cours d'eau. Ça, c'est des bassins de castors qui sont anciens et donc le saule, les castors ne travaillent plus dans ces zones-là, ils n'ont plus qu'à
manger leurs ouvrages parce que la végétalisation, ils sont végétalisés euh, par le saule, parce qu'ils mettent plein de boutures de saule, voilà. Et aussi, toutes les espèces viennent boire à la rivière. Donc, je crois qu'il y a 80% des espèces qui vont avoir besoin d'avoir une interaction avec cette zone qui est amplifiée par les castors. Là, c'est pareil, un cours d'eau qui est comme ça quand il arrive et comme ça quand il repart. Et dans cette zone, il a été stabilisé par les castors. Donc là, typiquement, on voit un lac qui a été créé par des castors. Il y a, c'est un lieu qui est assez ancien, donc ils n'ont plus besoin de construire des ouvrages. Ils viennent juste grignoter, entretenir leur sentier, voilà. Et, euh, et vous voyez bien sûr que le parcours de l'eau est maximisé. Ça, c'est hyper important de comprendre ça en tant que paysagiste parce que la France, elle était un tiers de zone humide en fait. Euh, on- la France devait très certainement ressembler à ça dans plein d'endroits. Et c'est pour ça que ça m'a bouleversée cette histoire parce que, comme l'a dit les présentatrices, j'ai grandi dans un moulin à eau et je pensais très bien comprendre le milieu rivière. Sauf que j'ai très bien compris que j'avais pas du tout compris le milieu rivière. Et en plus, c'est une rivière qui s'appelait Beuve, donc qui vient du mot beaver, de béver, bébert, en bivre, fibère en, en gaulois ou celte. Ça, pareil, ça c'est le bazar, c'est un chaos castor. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on supporte pas trop cette espèce aussi, parce que c'est impénétrable, c'est complètement fou. Ça, c'est en Belgique, il est tout neuf, tout joli. Et ce qui est invisible dans ces endroits-là, c'est que là, c'est un ouvrage de castor qui a été éventré, il y a eu une grosse crue, et on voit les passages souterrains qu'ils font. Donc il y a autant, il y a beaucoup, ouais, voilà. Donc c'est très complexe et ils sont capables de se déployer assez loin latéralement des cours d'eau qu'on voit. Alors ça, je l'ai mis parce que pour moi, ça, Heu, c'est un peu le nerf de la guerre si on veut régénérer, si on veut, réactiver tous les cycles de l'eau, le nerf de la guerre j'ai totalement dépassé mon temps. Je suis désolée, donc je vais m'accélérer. Donc, c'est les espèces qui font des trous dans les sols. Ça, c'est aussi une espèce clé de voûte, parce que les trous dans les sols, c'est ce qui va permettre la perméabilité des sols et l'infiltration de l'eau dans les sols. Le lapin de Garenne, il y en avait partout, il a été décimé, il entretenait les prairies et il permettait l'hospitalité de plein d'espèces. Bon, ça, je vais le passer. Toute cette frise, elle est à l'intérieur du livre et c'est sur le fait que, le castor, c'est une espèce facilitatrice, donc il est une espèce hospitalière pour plein d'espèces. Donc après les glaciations, les castors suivent les cours d'eau, le végétal et font de l'hospitalité active pour batraciens, oiseaux migrateurs, poissons et cetera, et l'humain fait partie de ces espèces qui sont allées vivre à côté des castors parce qu'il y a du bois. Le problème de ces rivières qui s'incisent, qu'on a canalisées, c'est que comme on a des arbres, on met des arbres en berge pour tenir les berges, comme on déteste les ragondins qui cassent les berges, nos cours d'eau, ils ne peuvent que descendre en fait. Comme on a, ça, voilà, c'est un petit peu c'est un problème de dire que ces arbres stabilisent les berges. En fait, en stabilisant les berges, ils empêchent les berges de s'effondrer, ils empêchent l'arbre de venir ralentir le cours d'eau et ils font descendre la nappe phréatique fatalement. Chez moi, en Gironde, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est tellement, tenu par des racines que le cours d'eau ne peut que descendre, en fait, et donc c'est la catastrophe. Et donc là, on est dans un cas très particulier où si l'humain n'intervient pas dans ces cours d'eau, ça va être très difficile pour la rivière de se régénérer toute seule. Donc là, c'est des représentations du temps long, donc le méandrage des castors, le cité lacustre, le maraîchage qui vient se poser sur le marécage et voilà, le temps de maintenant. Aussi, en tant que paysagiste, ce qui nous intéresse, c'est que dans ces vallées, les sols de vallées hyper riches, où on a tout le maïs, tout ça, ils ont été créés par les castors. Eux, ils en ont fait que aggrader en ralentissant, ouais, en stimulant la biomasse de toutes ces espèces qui bénéficient du breautage, comme le saule, etc. Et voilà, ils n'ont fait qu'aggrader le sol. Et quand on a
Et avec l'agriculture de maintenant, on a justement pas créé ces trous vivants que font tous les êtres, vivants, le mycélium, tout ça. Ils ont fait des trous morts que font, l'agriculture intensive. Bon, ça, c'est la vitesse de l'eau sans castor, sur 2 km3, l'eau passe en 3 4 heures et avec, une famille de castors sur la même distance, on est à 20 jours et l'eau, elle ressort filtrée. Faut comprendre que c'est ça. Donc le nerf de la guerre, c'est que, l'eau ne brûle pas. Ça, c'est une zone de castor. Ça, c'est des méga-feux, dans l'Utah. Je suis obligée j'avance un peu vite parce que je vois que j'ai totalement dépassé le temps et bien sûr, l'autre nerf de la guerre, c'est que maintenant, on est exposé à des inondations folles et à des sécheresses folles et que donc notre rôle en tant que paysagiste et c'est bien ça que je voulais dire, c'est que s on c'est de remettre les choses en place, là où c'est possible. Heu, ça c'est la Garonne, retrait d'Ambacles, prairies, broutées par les vaches, donc ce qui fait que il y a plus rien à manger pour les castors. On a tué le castor, c'est brouté, le castor ne peut pas revenir parce qu'il y a de la vache et les espèces de résineux, vont refermer cette vallée totalement, à moins que les vaches n'en empêchent ou à moins que ce soit coupé et cetera. Donc dans des situations je suis obligée d'accélérer. Dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des ouvrages castor. On imite le castor dans les endroits où il ne peut pas revenir, notamment dans des endroits où il y a rien à manger, où il y a eu des méga-feux, où il y a où les vaches ont tout mangé. On on imite les castors, on Est-ce que vous entendez? Non, je pense qu'elle nous entend. Et en fait, on voulait juste vous dire, c'est pas très très grave. Vous pouvez prendre encore 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas, on a un peu de marge. d'accord. OK, bon, mais je fais vite quand même. Merci. Hem et donc là, c'est un petit peu le nerf de la guerre et pourquoi c'est un changement de paradigme pour nous, c'est qu'avant, on a travaillé par la forme, on n'a pas regardé les vivants. Et que maintenant, depuis, 15 ans, les hydrologues, ils ont dit: «Mais en fait, le meilleur hydrologue, possible pour la régénération des rivières, c'est pas l'humain avec un doctorat, c'est celui qui fait ça depuis 8 millions d'années». Donc on va essayer de l'imiter et avec un peu de chance, il reviendra où on va pouvoir faire une réintroduction par-dessus et lui va pouvoir réactiver tous les processus, du vivant et aussi de donner, le plus de place aux rivières. Ça et donc voilà, ça ressemble, à ça. Des fois, il y a des piquets, des fois, il y en a pas. Donc ça, c'est une méthode qui est pratiquée partout là où il ne, pleut pas, là, dans le Pacifique Nord-Ouest ici, Californie, Oregon, Washington, Utah et cetera et moi, ça m'a bouleversée, donc je faisais mes études dans le Gers. On est tout le temps en train le Gers est en cours de désertification, donc on a les mêmes sujets de sécheresse et je vais un petit peu vite. Donc ça juste, ça, c'est les hydronymes en France. Donc la question donc, bien sûr, l'eau qui file, à l'océan, l'eau douce qui file à l'océan, on pourra rien en faire, elle va pas seulement nous tuer à nous, enfin, elle va tuer tout ce qui vit, tout ce qui, vole et tout ce qui nage. Mais, ce qui, en faisant remonter donc la nappe phréatique, en faisant une succession d'ouvrages, parce qu'en faisant ces ouvrages castors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toute une série d'ouvrages qui s'entre-soutiennent les uns les autres. Excusez-moi, c'est un peu désordonné. Donc ça, c'est les hydronymes en France. Donc ça, c'est juste une portion des noms de cours d'eau, des toponymes ou hydronymes qui font référence au castor. Donc le castor était déployé partout. Là, certainement, c'était des mots basques ou de langue d'oc et d'oï. Et c'est plus difficile de trouver la racine. Là, on parle d'une extinction qui a 800 ans, donc on parle d'une amnésie environnementale, colossale. Heu, voilà, ça c'est là où est présent le castor, actuellement en France. Donc il y a eu des réintroductions, artificielles, enfin des réintroductions pardon, dans les années 70 et 90. Là, ils en ont mis 13, là, ils en ont mis 15, là, ils ont voilà, il y a eu et dans les années 90 et je crois 2000. Maintenant, ils en font plus depuis 15 ans et on est passé d'une population relique de 40 castors à, 20 000 castors maintenant
mais c'est très peu parce que, donc première espèce protégée en France en 1908 et 20 000 castors en plus d'un siècle, c'est très peu, en fait, et ils sont très certainement, super, enfin, déjà, ils doivent être heurtés par des voitures et ils doivent être prédatés par des chiens, heu et et donc ils avancent très lentement parce qu'ils ont qu'une portée par an, et ils ont deux trois petits et cetera. Donc la régénération low-tech, parce que ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre et c'est ça qu'avec Baptiste, on a vraiment, poussé en France. On a fait des sites pilotes, vers chez Baptiste, on a fait un peu, en Gironde, parce que pour moi, l'urgence, c'était justement cette histoire de méga feu qu'il y a eu en Gironde et qu'il y a en Californie. Moi, j'étais affolée parce que voilà, on a des hydronymes de castors juste là, donc le castor était là, c'était une zone humide, on a tout drainé. On peut, peut-être qu'on peut s'allier avec cette espèce. Donc là, ça donne l'échelle. Ça, c'est une image qui est importante. Ça, c'est Kevin, notre euh, gourou, prof d'ouvrage Castor. Donc, donc là, méga feu, on met du voilà, et cette nuit-là, orage. L'orage, dans une forêt où tout est, rien ne tient la terre, toute la terre, elle descend au cours d'eau. Et en une nuit, donc on est remonté de, presque 2 mètres de sédiments et ça, c'est génial parce que maintenant l'eau, quand elle va circuler, elle va plus être dans le lit mineur, elle va pouvoir se déployer dans le lit majeur et réhydrater toute cette zone et complexifier son parcours. L'idée, c'est toujours d'augmenter le linéaire et de complexifier le parcours de l'eau pour qu'elle puisse se déployer le plus largement. L'idée centrale, c'est de récupérer les lits majeurs. Là, Kevin, il montre la largeur du cours d'eau dans lequel il était avant de faire un ouvrage castor à cet endroit-là. Donc là, il avait mis des piquets. Les castors ont déplacé l'ouvrage et ils l'ont remis ailleurs. Je crois que c'est ça en 5 ans. Quand le castor est revenu, il a transformé ce cours d'eau donc qui faisait 1 mètre de large en cette zone. Dans cette zone, pour empêcher que les vaches viennent, ils avaient mis ça pour laisser le castor revenir et le castor a bien sûr dépassé, complètement, ce qui était prévu. Il a noyé des arbres, il noie des arbres, mais c'est très bien parce que, les pics peuvent s'installer. C'est des arbres qui sont, utiles pour, plein d'espèces qui nichent, là-dedans. Heu, Ça, c'est une hutte, en fait. Ça, c'est une très grande, hutte, de castor. Et ça, c'est cette zone vue de haut. C'est même pas toute la zone, mais on est passé donc un cours d'eau qui circule tout droit avec, des éleveurs à droite, à gauche, qui tuent les castors, parce qu'ici, il est nuisible, pas du tout protégé comme en France. En France, on peut pas tuer un castor, on peut pas détruire un ouvrage de castor. On a une zone humide, là, c'est l'hiver, donc on voit pas que tout ça, mais tout ça, c'est une zone humide qui se déploie, qui a récupéré tout son lit majeur jusqu'à sa fatalité géologique. Donc et dans un, pour stocker le carbone, en fait, une zone humide, c'est un petit peu la chose, idéale parce que le végétal se décompose dans l'eau et est stocké et bloqué dans l'eau et là, le carbone, il est stocké, à la différence d'un arbre qui se décompose à l'oxygène et qui ne va pas stocker autant de carbone. Donc, espèce clé de voûte. Donc ça, c'est le premier site en Drôme, un cours d'eau qui était enterré, enfin c'est un tuyau quoi. Et, et donc la cigogne noire qui revient avec une explosion de biodiversité. C'est la ferme du Grand Laval, qui est une ferme d'un naturaliste et qui a plein d'amis naturalistes et du coup qui font des inventaires, qui ont mis en place ce recensement annuel de toutes les espèces et à cet endroit-là, c'est une explosion complètement folle. Ils ont toutes les espèces de libellules de la vallée. La cigogne noire, elle est assez rare, mais apparemment en Belgique aussi. Aussitôt que les castors sont revenus, la cigogne noire a suivi. Je vais encore très vite. Et pour revenir à mon titre du départ, il faut toute une vallée pour, élever une truite. C'est, heu, c'est, voilà, l'eau,
enfin, tous les efforts de l'agroécologie, tous les efforts de l'hydrologie régénérative, tous les efforts de la permaculture, ils vont vers de retenir l'eau le plus haut dans les châteaux d'eau des bassins versants, avant qu'elles descendent dans le cours d'eau. Ce dessin, il essayait de représenter le fait que dans toutes les représentations des cycles de l'eau que vous avez vus, que ce soit l'ancienne avec l'eau qui arrive de la mer, qui va sur la terre, bon, maintenant on sait que c'est pas le cycle de l'eau, mais les cycles de l'eau, que le végétal crée sa propre pluie, on peut planter la pluie avec le végétal, que le végétal filtre l'eau et que Ernst Jürger, il dit que quand on mange un fruit qui quand on mange un fruit, on mange une molécule d'eau qui a été filtrée, purifiée, donc on a l'eau qui est propre, mais jamais dans ces représentations. Bon, bien sûr, on n'a pas mis les représentations avec tous les usages chimiques, etc. 50% des rivières qui sont utilisées pour rafraîchir les, les centrales nucléaires en France, etc. Mais dans le cycle d'eau naturel, il n'y a jamais le castor. Alors que le castor, chaque bassin de castor, parce que les castors font des successions de bassins qui se consolident en fait l'un l'autre, et quand les hymides ont fait la même chose, c'est que s'il y a s'il y a un seul ouvrage, à la première crue, il est arraché. Alors que les castors, ils font toute une série qui vont consolider et qui vont s'engraisser. S'il y en a un qui est détruit, il va engraisser le suivant, etc., etc. Et, et non seulement il y a de l'eau qui est retenue dans ce bassin-là, mais il y a l'eau, elle est retenue latéralement dans toute la nappe phréatique, de la même manière que quand on draine, on peut aller sur 1 kilomètre. Il y a des ouvrages de castor dans l'Isère qui sont tout petits et qui réhydratent 20 hectares. Mais à moins de savoir que c'est ce petit ouvrage qui a la capacité de réhydrater toute la vallée, enfin, pas tout le monde peut le voir. C'est un naturaliste qui nous a montré cette chose qui nous a vraiment bouleversés. Donc voilà, donc je vais finir sur encore un dessin de Brooke Dahlman. Brooke Dahlman, c'est le Water Institute dont je parlais au début, qui a fait Hold It, Slow It, ralentir l'eau, infiltrer l'eau, partager l'eau, recharger les nappes, etc. euh, qui ont vraiment, qui ont poussé le Water Institute ici en Californie. Donc, non seulement ils ont poussé des lois comme le droit d'utilisation des eaux grises pour les jardins, pour les trucs de golf, les terrains de golf, etc. C'était quelque chose qui n'était pas autorisé avant. Maintenant, c'est complètement un usage complètement voilà, voilà, normal. Et ils ont lancé la campagne donc du retour des castors, et maintenant on a le droit de relocaliser les castors en Californie. Il a failli aussi prouver leur endémicité, mais c'est voilà. Et qu'est-ce que je voulais montrer dans ce dessin? Je ne me souviens plus. Voilà. Donc c'est lui, Brooke Dahlman, Water Institute. Il y a beaucoup de conférences de lui en ligne. Il est absolument génial. Et quelque chose d'hyper joli auquel ils ont pensé, c'est que donc ces bassins versants, c'est des bassins de relation. Et ça, c'est des idées qui sont un peu de plus en plus fréquentes en France, de penser les choses en termes de bassins versants. Et une autre chose qui mentionne, c'est le fait de travailler non seulement les écosystèmes, mais les écosystèmes dans ces bassins de relation. Voilà. Et donc, voilà, pour finir, voilà, nous, c'est un petit peu notre mission maintenant. Donc ça, c'est une alliance, peu importe. Notre, notre mission avec le mouvement d'alliance avec le peuple castor, c'est on a un site qu'on met à jour, ça va être ça, de recharger les châteaux d'eau naturels des bassins versants, c'est-à-dire travailler dans ces têtes de bassins versants pour ralentir l'eau et l'infiltrer et amplifier la vie à ces endroits-là quand c'est des endroits adaptés. Voilà, donc ça, c'est aller vers beaucoup de collaboration et d'alliances avec des propriétaires terriens, agricoles, sylvicoles. Voilà, heu, pour, heu, pour cette régénération holistique des cours d'eau. Parce que vous avez compris, on fait comme les castors dans la mesure où ne se sert que d'espèces
de matériaux qui proviennent de 30 mètres à côté du cours d'eau, du bois, des pierres, et on alterne, en construisant lasagne, on alterne le végétal, le minéral, le végétal, le minéral, et il n'y a que ça qui nous permet de travailler comme les castors et voilà, complexifier le méandrage des cours d'eau. Et en France, il y a beaucoup de suivis scientifiques qui ont été faits ici aux États-Unis. euh, et en France, on va commencer à en faire. En Suisse, ils en ont, enfin non, ils vont commencer à faire des ouvrages castors, euh, enfin, mais ils ont surtout fait des suivis des castors. Voilà. En- Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Ok.